Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de mes erreurs ou de mes décisions. C'est une vidéo qui est particulièrement personnelle, j'essaye toujours de dégrossir, de dézoomer et de donner des conseils suite à mon expérience, mais cette fois, je vais quand même parler beaucoup de moi, et notamment parce que sur cette chaîne, j'essaye de parler à cœur ouvert et celles et ceux qui me suivent que depuis récemment m'écrivent parfois par mail ou en commentaire en pensant à tort, je pense que j'ai une relation parfaite avec l'argent, que je ne fais pas d'erreur, que j'ai tout résolu. Donc juste pour rappel, moi sur cette chaîne, je donne des conseils, je m'appuie sur mon propre apprentissage. Et clairement, vu ma personnalité, il est indéniable que j'apprends en faisant des erreurs en fait. Rien n'est parfait du tout. Donc pour vous déculpabiliser, vous montrer qu'il n'y a pas toujours de chemin parfaitement lisse avec l'argent, j'aimerais vous parler de ces décisions financières que j'ai prises et que je regrette. Même si elles ne m'empêchent pas d'avancer, heureusement, et qu'elles ont forgé finalement ce que je suis aujourd'hui. Donc attention, toujours, je fais un petit disclaimer, je ne dis pas que ces décisions sont forcément une erreur pour vous si vous les avez prises. Ce sont des décisions financières que moi, je regrette d'avoir prises. Alors, du coup, c'est parti. Il n'y a pas d'ordre, hein, du moins pire au plus pire, non, j'y vais comme ça. La première, c'est que j'ai souscrit à un moment donné à une carte à débit différé. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours avec ça. Mais du coup, pendant un an, au début de ma vie professionnelle, j'ai souscrit à une carte à débit différé. En fait, j'avais une de mes amies qui avait elle aussi une carte à débit différé et elle était hyper enthousiaste. Donc, je me suis dit, je vais essayer. Et pour rappel, une carte à débit différé, c'est une carte qui permet de décaler les paiements que vous êtes en train de faire au mois suivant. Je ne sais pas s'il y en a qui vont jusqu'à 2 mois après, mais moi en tout cas j'en avais une qui allait jusqu'au mois suivant. Donc par exemple, si vous payez ce mois-ci 130 € de courses, plus 80 € de carburant, plus 60 € de restaurant, supposons, ça vous fait 270 € en tout. Et sur un compte normal, le lendemain ou le surlendemain, vous avez l'écriture qui apparaît sur votre application bancaire et sur votre relevé de compte et vous êtes débité immédiatement. Sauf que dans une carte à débit différé, effectivement, vous avez bien dépensé 270 €, mais l'argent, il n'est pas débité de votre compte. Il est mis en attente jusqu'au mois suivant. En fait, c'est une forme d'attente, une forme de stock. Donc, en gros, au mois suivant, si j'ai dépensé ça là, cette semaine, on est en janvier, au moment où j'enregistre cette vidéo. En février, mes 270 € ils seront débités d'un coup, avec les autres dépenses que j'ai fait passer sur ma carte à débit différé tout au mois de janvier. Et à l'époque, j'en avais pas besoin de cette carte, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de cette carte pour différer certains paiements, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une difficulté ce mois-ci, ou voilà, ils risquent d'avoir des découvertes, etc. Mais moi, j'en avais pas du tout besoin. En fait, j'avais pas spécialement de problème d'argent ou de découvertes trop importants, j'étais assez jeune. Par contre, l'idée d'avoir un mois de délai sur mes dépenses, c'était, mais pour moi, trop un bon moyen de faire plus de dépenses en fait. Je me disais, je vais avoir un mois de salaire d'avance puisque je ne vais pas dépenser, là si je reprends cet exemple de janvier-février, je ne vais pas dépenser mon salaire de janvier, ça va m'être débité en février, donc je vais toujours avoir un mois d'avance. Sauf qu'en réalité, j'ai jamais été autant à découvert qu'à ce moment-là. Au lieu de mettre mon salaire du mois 1 de côté, j'ai passé beaucoup de dépenses en différé et j'ai aussi dépensé mon salaire. En fait, j'ai fait les deux. Au final, je dépensais l'équivalent de 2 mois de salaire en un mois, sans raison, juste parce que j'avais l'impression que je pouvais le faire. Donc, c'est devenu en fait de plus en plus difficile pour moi de solder les paiements à débit différé qui arrivaient, je vous le rappelle, en une fois, donc une grosse somme d'un coup. Et là où vraiment ça a capoté, c'est que j'ai eu un accrochage avec ma voiture. Et là, pour le coup, j'étais 100% responsable. À cette époque, ça aurait pu se résoudre très vite en fait. J'avais pas énormément de dépenses non plus. Oui, j'étais 100% responsable, il n'y avait rien de grave, mais j'avais quand même abîmé le phare d'une Mercedes qui était extrêmement chère en faisant une manœuvre. Il n'y a pas eu de dégâts plus que ça et surtout pas de dégâts humains, heureusement. Mais j'ai dû sortir 800 € de ma poche, on a fait ça à l'amiable, elle m'a montré le devis, moi ce que je voulais pas c'était avoir du malus parce que j'étais une jeune conductrice à l'époque et que ça allait me coûter encore plus cher si je ne le faisais pas. Donc pour me sortir de cette situation, en fait j'ai eu un problème avec la voiture, donc 800 €,
par d'épargne de côté, plus 2 mois quasiment de découvert en fait, hein, de dépenses à découvert. Et pour résoudre ça, j'ai dû prendre à l'époque un petit job complémentaire chez McDo pendant 4 mois. Et très honnêtement, je ne l'ai pas très bien vécu en fait, parce que j'avais un travail, j'avais pas de raison d'aller chez McDonald's si ce n'est pour résoudre ma bêtise. Et en fait, il m'a fallu 4 mois. 4 mois entiers pour me sortir de la spirale de la carte à débit différé. Et ouais, voilà, ma fierté en a pris un coup, mais ça, c'est pas grave. Par contre, je me suis promis de plus y avoir recours. En fait, il a suffi d'un tout petit, 800 €, c'est pas tout petit, hein, mais d'un imprévu, et ça peut arriver tout le temps, donc d'un imprévu, pour plus de l'utilisation très très malvenue de ma carte à débit différé pour que je me mette vraiment dans cette merde noire. Donc voilà, la carte à débit différé, ce n'est pas pour moi. De toute façon, je pars du principe que je ne veux plus en avoir besoin et je préfère avoir un fonds d'urgence de côté, c'est-à-dire une somme, un matelas de sécurité qui me permettra de me sortir moi-même de mes problèmes d'argent plutôt qu'utiliser ce genre de carte. Ensuite, deuxième décision que je regrette d'avoir prise, je suis restée locataire trop longtemps. En fait, à 27 ans, j'ai fini mes études assez tard parce que j'ai eu ma fille pendant que j'étais étudiante en fait. Donc voilà, j'ai eu des moments d'arrêt, de reprise, etc. Mais à 27 ans, globalement, j'étais sortie des études, j'avais un CDI, mon mari aussi. À l'époque, on n'était pas mariés et je sortais d'une relation qui était assez difficile. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'étais hyper frileuse à l'idée de m'engager. J'avais pas confiance en l'avenir et du coup, je pense que j'ai un peu entraîné mon mari sur cette pente-là de on va être prudent, on va être raisonnable, la vie c'est pas facile. J'arrivais comme ça dans notre couple avec un enfant déjà qui n'était pas le sien, donc je me disais on va y aller tout doux le hibou quoi. Et on gagnait bien notre vie à l'époque, mais on a choisi de vivre dans un appartement en location à Lyon. Et j'ai adoré cette vie d'un point de vue purement personnel. Pour le coup, je regrette rien, j'adorais notre appartement. Mais d'un point de vue financier, avec le recul, je me dis que j'aurais aimé être plus courageuse et voir les choses sous un angle strictement stratégique. C'est-à-dire que je me dis qu'on aurait pu et qu'on aurait dû en fait acheter notre propre appartement à l'époque. Parce que nos situations, elles étaient idéales pour les banquiers. On avait des CDI, on gagnait bien notre vie, on était jeunes. Donc il n'y avait pas de raison. Et en fait, je me dis, ça ferait déjà 10 ans que je serais propriétaire si j'avais pris cette décision. Et on aurait sûrement, j'en suis même sûre et certaine, qu'on aurait fait une plus-value intéressante sur un appartement, même modeste à Lyon, pendant toute cette période-là. Et au pire, si ça n'avait pas marché, voilà, moi qui étais frileuse, au pire, si ça n'avait pas marché, de toute façon, il y aurait eu un contrat et j'aurais dû me dire que ces contrats étaient là pour nous protéger et qu'on aurait pu revendre cet appartement sans trop y perdre de plumes. Donc au final, si je fais mes calculs, et je ne les fais pas très souvent parce que ça me fait un peu mal au cœur, mais au final, si je fais mes calculs, j'ai dépensé près de 70 000 € pendant toutes ces années en location. Alors que j'aurais pu rembourser un crédit immobilier avec cet argent. Bon, voilà, ça me fait un peu mal au cœur quand j'y repense, mais voilà, il faut avancer. C'est comme ça. Aujourd'hui, on est propriétaire. On a démarré tout en bas et tant pis. Ensuite, autre décision, ou en tout cas, autre erreur que j'ai fait avec mon argent, j'ai acheté inconsciemment de l'affection. Ça a été un long chemin de m'en rendre compte. Mais en fait, il faut savoir que j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Et je ressentais à cette époque-là, mais déjà depuis mes 13 ans, en fait, dès que j'ai commencé à réfléchir par moi-même, en fait, j'avais l'envie d'être financièrement indépendante. En fait, je supportais pas de devoir demander à mes parents de l'argent chaque fois que j'en avais envie ou chaque fois que j'avais besoin de quelque chose. Surtout qu'ils me répétaient qu'ils n'avaient pas d'argent pour ça. Donc en fait, à 16 ans, j'ai pris un job de serveuse. Enfin, j'avais fait quelques petits jobs avant, du babysitting, j'avais travaillé dans des fermes, etc. Mais vraiment de façon dans un CDI, quoi. J'ai pris un job de serveuse en même temps que mes études dans un centre commercial. Donc j'ai travaillé très tôt. Et résultat, certains mois, je gagnais jusqu'à 900 € alors que j'étais seulement adolescente. Et moi, mes amis de l'époque, qui étaient au lycée, ils avaient une vie d'adolescent de leur âge. Ils faisaient la fête, ils faisaient du shopping ensemble, ils étudiaient. Et moi, j'allais travailler ou étudier. Il n'y avait que ces deux choses-là. Donc pour compenser sur tout ce que j'avais pas la possibilité de faire, et sûrement par peur de les perdre en fait, j'ai été celle qui payait les petits McDo, les verres, les sorties. Et en fait, ça me permettait, je pense, avec le recul, de montrer que je valais autant qu'eux. Et que ma vie, même si elle leur paraissait triste et pleine de contraintes,
Ben en fait, ça restait une vie qui était cool parce que j'avais de l'argent, je pouvais faire plein de choses, j'étais libre de ne pas demander ceci ou cela à mes parents, je pouvais me payer des choses que eux pouvaient pas ou alors, moi j'avais ma carte bleue quoi, d'adulte presque, hein, alors qu'eux ils devaient quémander cet argent à leurs parents. En fait, c'était ma façon de compenser. Et plus tard, dans ma vie d'adulte, je me suis surprise à être celle qui paye le restaurant à la fin du repas, que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'argent, il vient vers moi et je réponds présent en premier. Alors que des fois, j'avais pas forcément ni envie, ni les moyens, ni la confiance en la personne à qui je donnais cet argent. Et pour moi, je pense que c'était une façon d'acheter l'affection des gens qui m'entouraient. Et j'inclus là-dedans mes parents aussi, qui se plaignaient sans cesse de ne pas avoir les moyens, d'être toujours dans la merde. Et je pense que j'étais dans le déni à l'époque, ou je sais pas, j'étais peut-être juste très naïve. Aujourd'hui, je sais que mes parents avaient des problèmes d'argent parce qu'ils avaient des addictions. Mais à l'époque, je ne le savais pas. Et je sais pas, voilà, je sais pas si c'est du déni ou de la naïveté, mais en fait, en leur prêtant de l'argent en permanence, ou en donnant de l'argent en permanence, que j'avais parfois pas, j'ai l'impression que j'ai cautionné leurs problèmes et que mon argent, il est parti dans leur addiction et je m'en veux, en fait. Voilà, je dis pas ça pour me faire plaindre ou quoi que ce soit, mais il y a parfois, quand on a un problème où on a besoin d'amour et d'affection et d'attention et qu'on l'achète, on prend des décisions qui sont très stupides, quoi. Donc j'ai dû régler cette question parce que ce manque de confiance en moi, cette relation étrange avec mon argent qui achetait quelque part de l'attention, il fallait que je casse ce schéma et que j'avance de façon plus saine en fait avec mes proches, avec les gens que j'allais rencontrer dans ma vie. Donc je regrette pas d'avoir fait ce chemin, mais c'est vrai que je regrette en tout cas ces décisions parfois que j'ai prises et qui n'étaient pas saines en fait tout simplement. Et ça me permet de rebondir sur quelque chose d'encore moins sain, j'ai envie de dire, c'est que j'ai beaucoup, et ça c'est une décision que je me reprocherai encore longtemps je pense, j'ai beaucoup fermé les yeux sur des relations amoureuses qui était financièrement abusive. Parce qu'en fait, tout est lié. Quand on manque de confiance en soi et qu'on compense avec le travail ou avec l'argent, on attire parfois des personnes qui ne sont pas forcément très saines non plus. Et j'ai attiré des hommes qui étaient, je pense, relativement malhonnêtes à l'époque, ou en tout cas parfois juste feignants, qui se reposaient sur moi pour pouvoir gérer leur vie financière. Et mes 2 dernières relations avant que je rencontre mon mari, ça a été des fiascos à la fois amoureux et des fiascos financiers. En fait, ces personnes, elles ont clairement abusé de mon argent alors que j'en avais pas tant que ça. Quand je dis abuser de mon argent, je gagnais un SMIC, mais on peut abuser quelqu'un qui a un SMIC, c'est pas le problème. Donc j'avais pas beaucoup d'épargne, mais elle a été complètement siphonnée. C'est des gens qui oubliaient leur portefeuille quand c'était le moment de payer, qui m'ont mis interdit bancaire parce qu'on avait un conjoint et qui signait des chèques en bois pour pouvoir se faire plaisir. Et le père de ma fille, il a clairement détourné l'argent des allocations familiales que je touchais pour elle. Et je rebondis là-dessus parce que j'espère que vous vous rendez compte que je ne dis pas tout ça pour dénoncer genre le père de ma fille, parce que déjà ça pourrait avoir des conséquences sur ma fille. Je ne parle pas de mes parents pour dénoncer mes parents parce que j'aime mes parents et j'ai pas envie qu'il y ait de problème. Tout ceci me conduit à avoir une chaîne anonyme aujourd'hui, c'est-à-dire que quand vous voyez que mes mains et que vous ne voyez pas mon visage, il y a une raison. Vous ne connaissez pas mon nom de famille, il y a une raison. J'en ai rien à foutre de devenir connue ou influenceuse, je ne sais pas comment on appelle ça, j'en ai rien à secouer. Une chose est sûre, c'est que quand on me demande pourquoi je ne montre pas mon visage sur YouTube, en fait aujourd'hui vous allez avoir la réponse. Je veux pouvoir me livrer en toute confiance à vous, je ne veux pas avoir peur des conséquences quand je dis ma vérité en fait, quand je raconte ma vie. Donc la chaîne elle est anonyme parce que comment je pourrais vous parler du père de ma fille, comment je pourrais vous parler de mes parents de façon extrêmement factuelle si je savais qu'on pouvait me reconnaître, qu'on pouvait les reconnaître et qu'il y a des conflits du passé qui pourraient refaire surface et que je pourrais blesser ces gens en fait. En fait, je ne veux pas donner l'impression que je rende des comptes, au contraire. Moi, j'ai juste envie d'alerter sur mes erreurs, au lieu d'accuser un peu bêtement, parce que je n'ai pas besoin d'être reconnue comme victime. J'ai avancé sur ce chemin-là aussi. Mais quand on n'est pas anonyme, qu'on expose certains faits, on se met dans une position où on dénonce et ça ne m'intéresse pas. Donc encore aujourd'hui, ces relations qui étaient amoureuses et financièrement abusives, elles me suivent. Au final, le père de ma fille, vu qu'il était malhonnête, il a aussi photoshopé son dossier financier quand on est passé en jugement pour la garde de ma fille et il a été déclaré insolvable alors qu'il gagnait plus d'argent que moi. Donc il a été dispensé de nous donner une pension alimentaire et en ça, mes moyens pour élever mon enfant, ils ont été diminués. Donc mes erreurs amoureuses et mes erreurs qui m'ont conduit à des abus financiers, au final, j'ai toujours la garde de ma fille et ça signifie qu'elle ne sera jamais dédommagée de mes erreurs. Donc, c'est aussi ça, des fois. Certaines erreurs, c'est un peu le karma, quoi. Elles reviennent, elles reviennent, elles reviennent. On s'en débarrasse, j'ai avancé, mais ça n'empêche que ce sera jamais, jamais réparé et
Certains me disent mais t'aurais dû te débattre et t'aurais dû porter plainte et blablabla. Mais sauf qu'en fait j'avais pas les preuves, c'était juste que je savais les choses mais je ne pouvais pas obtenir les preuves. Et il faut pas juger des gens qui parfois n'ont pas pris les bonnes décisions parce qu'on ne sait pas ce qu'on aurait fait à leur place. Et ensuite, pour alléger un petit peu toute cette conversation autour de mes erreurs qui me pèsent parfois, eh bien, ma 5e erreur, ça a été très clairement de ne pas tenir un budget. Alors ça, grosse erreur, mais ça vous le savez si vous me suivez depuis un moment. C'est une erreur, je pense, qui est un peu plus commune, qu'on a été plusieurs à vivre, et nombreux même. Moi, j'ai pas fait de budget jusqu'à ce que j'ouvre cette chaîne YouTube en fait. Donc ma première vidéo, elle date de septembre 2021 et c'est mon tout premier budget. C'est-à-dire, je filme avec vous mon tout premier budget et j'ai 35 ans et demi. Jusque-là, donc jusqu'à cette vidéo en septembre 2021, je gérais mes dépenses au petit bonheur la chance, je creusais mon découvert lentement mais sûrement et ça me préoccupait en fait. Je sentais qu'il y avait quelque chose, j'avais mal au ventre quand on parlait d'argent, ça me préoccupait même beaucoup, j'avais du mal à dormir mais j'avais pas envie de m'y intéresser. Mais pourquoi? Parce que j'avais pas envie de changer en réalité. J'avais envie de continuer à dépenser comme je voulais, j'avais pas envie de fermer les robinets de la dépense, quoi, en gros, et j'avais peur en fait. Donc j'avais pas envie d'affronter cette trouille, de regarder vraiment ce que je pouvais faire avec mon argent. Et en fait, ce qui s'est passé, le déclic, je l'ai peut-être déjà dit sur cette chaîne, mais je suis tombée sur la vidéo sur YouTube d'une Américaine qui a ouvert une chaîne aussi pour parler de son budget. Cette fille, elle s'appelle Taylor Budget. Et elle faisait des vidéos de remplissage, donc rien d'exceptionnel, on va dire, sauf que moi, c'était la première fois que je voyais ça. Et elle comptait ses billets, elle les mettait dans des enveloppes, bref. Et moi, j'avais jamais entendu parler de la méthode des enveloppes. Mais le fait en vidéo de voir tous les billets et de voir cette fille, elle avait plein de crédits étudiants, elle galérait, elle élevait sa petite fille toute seule. Je sais pas, je pense que je me suis... je sais pas, elle m'a touchée en fait et ça m'a donné envie. Je la voyais avancer au fur et à mesure des vidéos, je la voyais s'en sortir. Des fois, on la voyait mais vraiment exploser de joie quand elle arrivait à épargner, quand elle comptait ses petits billets. Et moi aussi, j'avais envie de ressentir ça. Je me suis dit, ça peut être rigolo en fait. C'est pas obligé d'être un chemin hyper douloureux tout le temps, cette histoire d'argent. Donc, j'ai créé mes fiches budget. En fait, j'ai essayé de comprendre comment elle fonctionnait avec sa méthode. Elle utilisait le budget base 0 et elle faisait ça sur un cahier. Et je me suis dit, mais j'ai pas envie de le faire sur un cahier, donc je vais faire mes fiches. D'ailleurs, si vous les voulez, elles sont toujours disponibles. C'est toujours celles que j'utilise régulièrement, quoi. Donc, elles sont dans la description de cette vidéo, juste en bas. Vous cliquez et vous pourrez les télécharger gratuitement. Mais du coup, je me suis lancée dans les enveloppes vraiment grâce à cette fille, quoi. Et ça a changé ma vie, ça a changé mon rapport à l'argent. Et c'est comme ça aussi, en faisant mon budget, que j'ai vraiment compris quelles étaient mes erreurs financières et notamment cette relation étrange aux gens autour de moi. D'être toujours celle qui dépanne, celle qui paye pour les autres, juste pour gagner de l'affection finalement, ou de l'attention. Et c'est aussi comme ça que j'ai compris que j'avais une relation vraiment bizarre avec la nourriture, et que moi aussi j'avais mes addictions, donc j'avais une addiction à la nourriture, quoi, clairement. Ça me conduisait à dépenser tout mon argent, je me faisais jamais plaisir avec une fringue cool, mais par contre je dépensais tout mon argent dans les restos, les petites épiceries fines, mais mon budget course c'était un gouffre. En fait, je considérais la nourriture comme mon réconfort, comme mon échappatoire. Et en fait, cette relation-là, elle était très très claire sur mes relevés de compte. Et donc, il a fallu faire un budget pour s'en rendre compte et pour vraiment prendre la mesure de cette situation. Donc, moi, j'ai aussi suivi, à cette époque, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur une super thérapeute, une psychiatre. J'ai suivi une thérapie, alors pas seulement pour cette relation à l'argent et cette relation à la nourriture, mais parce qu'à l'époque, au départ, ce qui m'a amené chez elle, c'était plutôt un épuisement professionnel et une dépression. Mais bon, en fait, quand on va chez une psychiatre, on aborde des milliers de trucs et ça m'a énormément aidée dans ma relation avec la nourriture et l'argent, évidemment. Et globalement, ça m'a permis de comprendre que oui, un budget, c'était pas obligé d'être toujours dramatique, que toucher des billets et compter ses billets, ça pouvait même être ludique parfois, satisfaisant, on voit ses progrès. Et surtout, le fait de faire son budget, ça cadre. Ça cadre pas seulement notre relation à l'argent ou aux dépenses, vous voyez, mais aussi dans nos envies, nos objectifs et nos stratégies pour nous sortir de certains problèmes. Donc finalement, je regrette qu'une chose, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu, bien qu'elle soit un peu plus personnelle que d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi il y a des erreurs dans lesquelles vous vous reconnaissez. Le but n'est pas là aussi toujours de dénoncer ou d'être en colère, ou voilà, même si vous avez le droit d'être en colère parfois, mais c'est simplement de montrer que la relation à l'argent, elle n'a pas
besoin d'être tout le temps parfaite et lisse et qu'on fait tous des erreurs et on avance et on s'en sort. Voilà, donc c'est tout ce que je vous souhaite si vous êtes en plein dans une petite ou une grosse tourmente financière, c'est de vous en sortir et de ne pas vous sentir seul. Dans tous les cas, merci à nouveau d'être de plus en plus nombreux et nombreuses sur cette chaîne. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine jusqu'à la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos petits sous. À plus!